Bonjour à tous. Alors, je voulais tout d'abord remercier l'association HTAP France et Maggie de nous avoir invités à parler et à échanger avec les patients. Et donc, aujourd'hui, je vais vous parler essentiellement des traitements de l'HTAP. Alors, j'avais fait un petit rappel sur la physiopathologie, mais qui a déjà été abordé par mes collègues. Donc, je vais juste rappeler rapidement que, vous voyez, quand on a une hypertension artérielle pulmonaire, ça, c'est une coupe de paroi d'un vaisseau artériel pulmonaire. Vous voyez que la paroi est beaucoup plus épaissie chez le patient qui souffre d'une hypertension artérielle pulmonaire par rapport au patient qui n'en souffrent pas, donc aux patients qu'on va dire normales. Et on a abordé déjà les différentes pathologies qui étaient à l'origine de cette hypertension artérielle pulmonaire et différents mécanismes qui expliquaient cet épaississement de la paroi artérielle, entre autres un épaississement de cette petite paroi qui sépare le sang de la paroi qui s'appelle l'intima et un épaississement musculaire à l'intérieur de l'artère pulmonaire. Parce qu'une artère, comme tout vaisseau, a une petite couche de cellules musculaires qui peuvent plus ou moins se resserrer, faire des spasmes. Et on sait que dans l'hypertension pulmonaire, on a une dérégulation de cette capacité à se resserrer qui est exacerbée. Et donc, les artères, en plus d'être épaissies, elles vont avoir tendance à être plus resserrées que la normale. De fait, on a vu une analogie qui avait été proposée par le professeur Mornex. Quand on voit un oignon qui est coupé, ça, on va dire que c'est une artère pulmonaire coupée en transversale normale. Et ça, c'est une artère pulmonaire pathologique d'un patient qui a une hypertension artérielle pulmonaire. Donc, une paroi qui est beaucoup plus épaisse et en plus, un spasme de la paroi de l'artère qui va réduire donc, ce petit trou où circule le sang qu'on appelle la lumière du vaisseau. En plus, on peut avoir des mécanismes de thrombose, c'est-à-dire des caillots de sang qui vont se former à l'intérieur de la zone où le sang circule, donc à l'intérieur de la lumière du vaisseau, et qui va davantage réduire donc cet espace pour laisser le sang circuler. Ça va être à l'origine d'une augmentation des pressions dans le vaisseau et retentir en amont au niveau du cœur. Donc, c'est une pathologie, à la base, une pathologie vraiment vasculaire. Donc, ces phénomènes, comme je le disais, donc, on vous a déjà présenté un petit peu le schéma, la circulation normale du sang, avec ici le cœur, le côté droit du cœur, donc avec l'artère pulmonaire qui naît du ventricule droit et qui va aller donc distribuer le sang à l'intérieur du poumon pour permettre les échanges gazeux, donc éliminer le CO2 qui a été produit dans le corps et récupérer de l'oxygène qu'on respire. Donc, à l'intérieur de ces vaisseaux qui sont anormaux, on va avoir des pressions qui vont monter. Ça va se répercuter en amont au niveau du cœur droit, qui va devoir forcer davantage pour arriver à éjecter le sang dans l'artère pulmonaire. Donc, on demande au cœur de travailler davantage. Il va devenir plus musclé pour arriver à travailler contre cette résistance qui est augmentée. Donc, au début, ça va bien se passer. Et puis, au fur et à mesure, il va se fatiguer et il va être débordé. C'est à ce moment-là qu'on va parler d'insuffisance cardiaque droite, puisqu'on s'intéresse au côté droit du cœur. Alors, la physiopathologie, on en a également parlé. C'est complexe, tout n'est pas bien compris. On sait qu'il y a plusieurs facteurs qui sont impliqués, qu'on n'arrive pas forcément à identifier facilement chez les patients. Mais ce qu'on sait, c'est qu'on a un déséquilibre entre des substances qui vont favoriser la fermeture de ces vaisseaux pulmonaires et des substances qui vont favoriser leur ouverture, donc qui vont permettre la dilatation de ces vaisseaux pulmonaires. Pour les substances qui dilatent les vaisseaux, c'est celles qu'on va rechercher, qu'on va essayer de stimuler grâce à nos thérapeutiques, c'est les prostacyclines et c'est le monoxyde d'azote, le NO. Et les substances qui sont délétères et qui sont davantage sécrétées quand on a une hypertension pulmonaire, c'est essentiellement l'endothéline. Alors ça, c'est important parce que vous allez voir après, quand on parle des traitements, on a bien sûr différentes classes de traitements qui vont avoir comme cible ces différentes substances. Alors, la stratégie de traitement chez un patient qui a une hypertension pulmonaire. Donc, on a tout d'abord des mesures générales. Alors ça, on n'en parle peut-être pas suffisamment à la consultation. C'est souvent à l'occasion d'une question posée par le patient qu'on est amené à aborder le sujet. Donc, on va en parler un petit peu aujourd'hui. Il faut savoir que l'hypertension pulmonaire, théoriquement, est une contre-indication
pour mener une grossesse. Bien sûr, on a des discussions qui se font au cas par cas en fonction des patientes, mais on sait que la grossesse augmente le travail du cœur. Et chez une personne qui a un cœur qui est déjà soumis à davantage d'efforts à cause de l'hypertension pulmonaire, ça peut être source de problèmes pendant la grossesse et donc la grossesse est théoriquement contre-indiquée. Il y a une chose qui est très importante, c'est qu'il faut être à jour de sa vaccination. Donc, vaccination de la grippe, vaccination contre le pneumocoque. Et j'en profite pour parler de la vaccination contre la Covid. C'est indispensable d'être à jour de sa vaccination et de ses rappels contre le Covid-19. Donc ça, il faut bien sûr que vous nous en parliez en fonction de la date de votre troisième dose, donc de votre rappel. Il faut éventuellement discuter une quatrième dose selon que c'est plus ou moins ancien. Bien sûr, comme toute maladie chronique, l'hypertension pulmonaire va avoir des conséquences psychologiques sur le patient et donc on peut être amené à proposer une aide, un soutien psychologique aux patients qui le sollicitent. On est également régulièrement amené à conseiller le patient par rapport à sa pratique sportive. Toute activité sportive n'est pas déconseillée. Maintenant, ça va être une activité qui va être bien évidemment modérée et adaptée à la gravité de chaque patient. Donc, on peut mettre en place des protocoles de réadaptation à l'effort dans les services de cardiologie et de pneumologie qui sont adaptés à nos patients qui ont une hypertension pulmonaire. Selon que le patient est plus ou moins sévère dans sa maladie, on va avoir besoin de mettre en place de l'oxygène. Et il ne faut pas oublier qu'on peut être amené à proposer l'oxygène de façon très ponctuelle lorsque le patient va prendre l'avion. Il n'est pas interdit de prendre l'avion, mais quand on est dans la cabine de l'avion, la concentration en oxygène va baisser. Et donc, un patient qui n'est pas symptomatique ou peu symptomatique à une altitude de 0 va être potentiellement symptomatique dans la cabine d'un avion puisqu'on est très haut et qu'il y a moins d'oxygène. Donc, lorsqu'on monte très haut sur des vols long courriers, on peut être amené à faire une prescription d'oxygène qui est temporaire. On vous a tous dit, bien évidemment, que lorsqu'on a une hypertension pulmonaire, on est théoriquement contre-indiqué à une anesthésie générale. Encore une fois, c'est une discussion qui se fait au cas par cas en fonction de la sévérité de chaque patient, qui se discute avec l'équipe d'anesthésie, l'équipe de chirurgie. Donc, c'est quelque chose qui doit être discuté en amont, bien sûr, en dehors de toute urgence à une opération qui nécessite... qui va être nécessaire devant un risque vital, mais il faut discuter, anticiper au plus possible une éventuelle chirurgie chez les patients qui sont porteurs d'une hypertension artérielle pulmonaire. Ensuite, ça, c'était les mesures générales. Maintenant, après, on a des mesures qui vont être des mesures plus symptomatiques. Bien sûr, les diurétiques, le fameux Lasix, que vous avez plus ou moins dans vos thérapeutiques en fonction de vos symptômes, qui va gérer les signes de surcharge, donc les œdèmes. Le Lasix va vous permettre de vous débarrasser de l'œdème et des signes d'insuffisance cardiaque droite. L'oxygénothérapie, pour les patients qui sont les plus sévères et qui nécessitent de l'oxygène au repos et ou à l'effort. Il ne faut pas oublier l'anticoagulation qui se donne essentiellement dans les groupes 4. Donc, c'est les patients qui ont une hypertension pulmonaire post-embolique. Donc, c'est les séquelles d'embolie pulmonaire. Et l'anticoagulation est nécessaire pour éviter, bien sûr, une récidive d'embolie pulmonaire qui aggraverait la situation. On fait la chasse aux anémies, donc les patients qui n'ont pas assez de globules rouges, qui ont un déficit en fer. On peut tout à fait être amené à faire des perfusions de fer en hôpital de jour dans les services où vous êtes suivis. Et bien sûr, après, tout ce qui est complications de l'hypertension pulmonaire, on va le gérer en fonction lors des hospitalisations. Et je pense bien sûr aux arythmies. Certains d'entre vous font de l'arythmie supraventriculaire, c'est-à-dire une arythmie qui naît dans les oreillettes, donc dans la partie supérieure du cœur, et qui peut très rapidement être pourvoyeuse de complications lorsqu'on est porteur d'une hypertension pulmonaire. Alors là, c'est un schéma un peu compliqué pour dire des choses relativement simples et qui concernent les différentes classes thérapeutiques des traitements qu'on utilise dans l'hypertension artérielle pulmonaire. Alors, l'hypertension artérielle pulmonaire, je vous le rappelle, c'est le groupe 1. Et dans ces groupes 1, on va être amené à mettre des traitements qui vont dilater les vaisseaux, puisque comme on vous a expliqué, dans l'hypertension artérielle pulmonaire, on a un vaisseau qui va certes être épaissi, mais qui en plus va être assez réactif, c'est-à-dire que les cellules musculaires qui sont comprises dans la paroi du vaisseau vont avoir tendance à se contracter et donc vont être à l'origine d'un spasme du vaisseau, donc un rétrécissement de la taille du vaisseau.
Et nous, on va essayer de lutter contre ce rétrécissement grâce à des traitements vasodilatateurs. Donc, la première voie qu'on va utiliser, c'est la voie de l'endothéline. L'endothéline, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est une substance qui va être à l'origine justement de ce spasme des vaisseaux. Donc, on veut lutter contre la sécrétion de cette endothéline. Et on a des médicaments qui sont les antagonistes des récepteurs de l'endothéline. Vous les connaissez sous le nom de Bosantan ou Traclyr, sous le nom de Ambrisentan ou Volibris, et dans certains cadres de protocole, le Macitentan. Ces médicaments, bien évidemment, doivent être surveillés avec des prises de sang régulières. C'est pour ça qu'on vous embête assez régulièrement avec nos prises de sang systématiques. On doit surveiller la fonction hépatique et l'hémoglobine, c'est-à-dire vérifier qu'il n'y a pas d'anémie qui se développe. La deuxième voie, la voie du milieu, c'est la voie du monoxyde d'azote. Alors, le monoxyde d'azote, c'est un très puissant vasodilatateur. Et donc, on va essayer de stimuler la production de monoxyde d'azote à l'intérieur de la paroi des vaisseaux artériels pulmonaires. Et comment on va faire? Eh bien, on va essayer d'augmenter la production de ce GMP, cette substance qui va être à l'origine de la dilatation des vaisseaux. Comment on fait? Eh bien, on sait que ce GMP, il est inhibé par une enzyme qu'on appelle la phosphodiestérase de type 5. Eh bien, nous, on va inhiber cette enzyme. Donc, l'ennemi de mon ennemi est mon ami, c'est exactement ce qui se passe ici. En inhibant cette enzyme, on va augmenter la sécrétion de cette molécule, le GMP, qui est à l'origine de la dilatation de l'artère. Donc, cette première classe thérapeutique dont on va parler, c'est les inhibiteurs de la phosphodiestérase 5. Vous les connaissez, c'est le sildenafil ou le Revasio, le tadalafil ou l'Adcirca. Dans cette même classe thérapeutique, on va avoir un cousin qui s'appelle le riociguat. Le riociguat ou l'adampace, qu'on peut utiliser dans les groupes 1 et qu'on va utiliser de façon assez régulière dans les groupes 4, mais c'est le professeur Ferrari qui va parler des thérapeutiques du groupe 4, donc dans les hypertensions pulmonaires post-emboliques chroniques. Et ce riociguat, lui, va activer directement la production du GMP, donc va permettre la vasodilatation des artères pulmonaires. La troisième voie, c'est une voie qu'on utilise pour les patients qui sont dans un stade de sévérité plus important. C'est les prostacyclines. La prostacycline, c'est un autre vasodilatateur très puissant qui est sécrété par notre corps et on va essayer donc de stimuler cette sécrétion. Alors, on a plusieurs modes d'administration de médicaments qui utilisent cette voie de traitement. On a les traitements par voie orale, c'est le Selexipag que vous connaissez sous le nom de Uptravi. Je pense que certains patients sont traités par l'Uptravi. Et pour le stade de sévérité supérieure, on va utiliser des voies non orales, on dit des voies parentérales, soit voies sous-cutanées, mais nous, de façon privilégiée dans le centre niçois, on utilise la voie intraveineuse et c'est l'administration du coup d'une prostacycline en intraveineux grâce à une pompe qui va délivrer le traitement 24 heures sur 24. On a comme traitement le Velletri ou le Flolan. Alors, très rapide aparté concernant une nouvelle molécule qui semble assez prometteuse, qui est en cours d'évaluation, c'est le sotatercept. C'est une quatrième voie dont on n'a pas encore parlé précédemment. Et en fait, cette molécule, elle va permettre de rééquilibrer la voie de ce qu'on appelle le TGF et BMP. Globalement, ce sont des voies qui sont impliquées dans la prolifération des cellules à l'intérieur des vaisseaux qui va être à l'origine de l'épaississement des vaisseaux. Donc tout à l'heure, on avait un effet qui était plus sur la capacité à dilater les vaisseaux et là, cette molécule serait très intéressante pour limiter la multiplication des cellules et donc l'épaississement des vaisseaux pulmonaires. Donc ça nous permet de réouvrir un petit peu le chenal où circule le sang dans les artères pulmonaires. Et donc, le sotatercept va être capable de rééquilibrer les signaux qui déterminent la prolifération des cellules à l'intérieur des artères pulmonaires. Alors, pour les groupes 1, c'est essentiellement le sujet du jour. Si on prend un patient qui arrive, qui est nouvellement diagnostiqué dans le centre, donc il est naïf de traitement, il va être adressé dans un centre de référence ou dans un centre de compétences. On va faire tous les tests dont le docteur Renard a parlé pour faire un diagnostic déjà d'hypertension pulmonaire, d'hypertension artérielle pulmonaire quand on parle du groupe 1. Et après, tous les éléments qui vont permettre de classer
le groupe de votre hypertension pulmonaire et donc de déterminer si vous êtes accessible ou pas à un traitement médicamenteux, c'est-à-dire si vous êtes un groupe 1 ou si vous n'êtes pas un groupe 1. Si vous êtes un groupe 1, dans certains cas, on va faire un test pour voir si vos vaisseaux sont très réactifs, c'est-à-dire s'ils ont une tendance majeure à se spasmer lorsqu'on met un certain produit. Si tel est le cas, c'est-à-dire si vous avez un test qui est positif, on va vous mettre des inhibiteurs calciques. Les inhibiteurs calciques, c'est des traitements qu'on utilise dans l'hypertension artérielle, toute simple, pas l'hypertension artérielle pulmonaire. Donc, si vous connaissez, c'est le Lercan, c'est l'Amlor, c'est ce type de médicaments qui sont aussi efficaces dans cette situation, qui est relativement rare, mais suffisamment intéressante pour qu'on la recherche, puisque quand on est dans ce cas, on va avoir accès à cette classe thérapeutique qui est relativement simple et dépourvue de gros effets indésirables. Si tel n'est pas le cas, dans ce cas-là, on va faire une évaluation du risque. Alors, je passe sur la diapositive suivante pour voir comment on fait l'évaluation du risque. Alors, c'est un tableau qui est compliqué. En plus, il est en anglais, je suis désolée, j'ai eu la flemme de vous le traduire. Mais globalement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va avoir différentes modalités pour évaluer votre risque et classer le pronostic de votre hypertension artérielle pulmonaire. D'abord, la clinique. Est-ce que vous avez des signes d'insuffisance cardiaque? Est-ce que vous avez des œdèmes? Ensuite, est-ce que vos symptômes, donc votre plainte, progressent rapidement? Est-ce que vous avez déjà syncopé? Est-ce que vous avez perdu connaissance? Quelle est votre classe fonctionnelle? Ce dont le docteur Honor parlait précédemment, le docteur Coltier, pardon. Est-ce que vous êtes en classe 1 ou 2? Là, on aime bien. Si vous êtes en classe 3, voire en classe 4, on n'aime pas du tout. Quelle est votre distance parcourue au test de marche? C'était 6 minutes. Ça, vous l'avez tous fait l'aller-retour dans le couloir de l'hôpital. Est-ce que vous marchez bien ou est-ce que vous ne marchez pas bien? On pourra être amené à vous faire un test d'exercice sur le vélo avec le masque qui permet la mesure des échanges gazeux. On va faire des analyses de sang, le fameux BNP qu'on vous dose régulièrement. On peut bien sûr être amené à faire une IRM cardiaque, mais la plupart du temps, on va faire de l'échographie cardiaque qui est beaucoup plus accessible, beaucoup plus facilement accessible en tout cas. Et on tient bien sûr compte des paramètres du cathétérisme cardiaque droit que nous avons réalisé initialement. Le but, c'est de déterminer si vous êtes dans la catégorie verte, dans la catégorie jaune ou dans la catégorie rouge. Si vous êtes dans la catégorie verte, vous êtes plutôt de bons pronostics et on peut se permettre de commencer tranquillement sur les thérapeutiques. Catégorie jaune, on sait qu'il va falloir être rapidement agressif et réévaluer rapidement si vous répondez au traitement qu'on a mis en place. Catégorie rouge, le pronostic n'est pas bon, il faut être rapidement très efficace et c'est dans ces cas-là que nous allons proposer d'emblée une association de 3 médicaments, dont une prostacycline pour vous traiter le plus rapidement possible. Donc, c'est ce que reprenait le bas de ce schéma. Si vous êtes à risque faible ou intermédiaire, la plupart du temps, on va vous mettre une association de 2 traitements, ce qu'on appelle une bithérapie, qui utilise les antagonistes des récepteurs de l'endothéline et les inhibiteurs de la phosphodiesterase. Donc, c'est les deux colonnes de gauche sur mon petit schéma où je vous parlais des traitements. C'est ce qu'on utilise le plus fréquemment. Dans de très rares cas, on peut être amené à proposer une monothérapie, mais ça, c'est surtout chez des patients un peu fragiles ou des patients qui ont des risques de mal tolérer la bithérapie ou chez des patients qui sont anciennement parfaitement équilibrés sous un seul traitement. Mais maintenant, on va dire que nos protocoles sont de mettre d'emblée une bithérapie. Et chez les patients qui sont à risque élevé, donc qui sont dans le rouge d'emblée, on va proposer une trithérapie. Alors, on peut proposer la trithérapie avec d'emblée la prostacycline par voie intraveineuse. Chez les patients les plus sévères, sinon, on peut dire, si le patient n'est pas très, très chaud pour démarrer d'emblée avec une pompe, qui est un vrai fil à la patte, il faut le dire, on peut commencer par la trithérapie avec les traitements par la bouche, mais rapidement réévaluer pour discuter si la réponse au traitement est correcte ou s'il faut aller sur la pompe pour administrer le traitement en permanence. Donc, voilà un petit peu ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Il faut savoir que ça, c'est l'évaluation initiale, mais ce tableau est également valable lorsque nous allons vous réévaluer. Et la réévaluation, ça va se faire en général entre 3 et 6 mois après la mise en place des traitements. Plus rapidement, si vous êtes bien sûr sur les catégories à risque, parce qu'on ne veut pas louper le coche et manquer de majorer les traitements, d'aller sur une trithérapie si vous êtes dans une catégorie très à risque. Et donc, on refera les mêmes évaluations qu'initialement pour s'assurer que la réponse au traitement est correcte. Voilà ce dont je voulais vous parler. Donc, je pense que maintenant, on va pouvoir discuter. Je vois qu'il y a déjà des questions. Alors, oui, il y a des petites questions. Oui.
Donc, il y a Julie qui demande comment sont choisis les médicaments pour chaque patient. Pourquoi plus un médicament qu'un autre dans une même catégorie? Alors, Bon, je pense que c'est... oui, alors on a des Oui. traitements qui sont plus anciens et des traitements qui sont plus récents, qui ont montré une tolérance qui est meilleure. Et il faut savoir que certains traitements ont été étudiés dans certaines situations, dans différentes études. Nous, on se base sur des études cliniques. Et il y a différentes maladies qui sont à l'origine de l'hypertension artérielle pulmonaire. Toutes ces maladies ne sont pas étudiées dans toutes les études cliniques qu'on nous propose. Donc après, on va privilégier les molécules qui ont montré l'efficacité la plus importante dans tel type de maladie à l'origine de l'hypertension artérielle pulmonaire. Donc, il est certain que selon que vous avez une sclérodermie où il y a une fibrose pulmonaire à côté ou que vous avez une autre pathologie qui est à l'origine d'une hypertension artérielle pulmonaire, vous pouvez ne pas avoir le même médicament qui est prescrit à l'intérieur de la même classe thérapeutique. Mais c'est un choix qui va être adapté à la maladie de base, adapté à vos autres maladies, si vous avez un problème hépatique, par exemple, et qui vont donc nous permettre de juger quelle sera la molécule la plus adaptée à vous. Bien sûr, on peut très bien prescrire un médicament qui ne va pas être bien toléré et on peut être amené à faire des changements de traitement à l'intérieur d'une même classe, d'une même famille de traitements. Encore sur les traitements. Avez-vous déjà passé des patients du Velletri à la version médicament ultraviolet, je crois. Ultravie. Alors, ça s'appelle une transition. Donc, en général, lorsqu'on a besoin de mettre en place le Velletri, c'est qu'on a un patient qui est relativement sévère dans la maladie et chez qui la bithérapie, voire la trithérapie orale a échoué. C'est-à-dire que on peut être amené, quand on a une bithérapie qui ne fonctionne pas, à tenter la trithérapie orale si le patient n'est pas prêt, est encore réticent à avoir une pompe pour une administration intraveineuse continue de médicaments. Maintenant, théoriquement, on doit penser d'emblée à mettre la trithérapie par voie intraveineuse. Donc, si on juge que la trithérapie par voie intraveineuse est plus efficace, pour un patient qui est grave, si on a une bonne réponse à la thérapie par voie intraveineuse, il serait illogique de faire marche arrière et de passer sur un traitement qu'on jugera peut-être un peu moins efficace, qui aura toujours des effets secondaires. L'Uptravi, les patients qui sont sous Uptravi peuvent vous le dire, il y a des effets secondaires. Donc, on risque de perdre en efficacité sans avoir cependant beaucoup moins d'effets indésirables. Alors oui, on n'aura plus la pompe, on n'aura plus le cathéter, mais en général, quand on n'est pas dans une forme qui est traitable, d'hypertension artérielle pulmonaire traitable, je m'entends, c'est-à-dire il n'y a pas une CIA qu'on aurait méconnue, ou alors on ne s'est pas trompé de groupe, et en fait, c'était une hypertension pulmonaire post-embolique qu'on va pouvoir traiter par d'autres moyens mécaniques. En général, c'est vrai qu'on rechigne, on a beaucoup de difficultés à envisager de faire régresser de la trithérapie IV vers une forme orale un patient. Après, tout peut se discuter, bien évidemment, au cas par cas, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a du mal à faire quand on a une bonne réponse chez un patient qui était initialement grave. Et donc, si on fait un retour en arrière, donc si on fait une transition vers une forme orale, on s'expose à un risque que le patient se dégrade. Donc, ça veut dire refaire machine arrière, c'est un petit peu compliqué. Oui, tout à fait. Merci. Une autre question. Le papa d'un patient de 11 ans, il a été diagnostiqué d'une HTAP, d'une stéatose hépatique. Il est traité sous Bosantan et sildenafil. Est-ce que la réaction hépato, si elle devait arriver, arriverait plutôt en début de traitement ou plus à la fin, je pense. Alors, ou plus tard, pardon. Voilà. Alors, ce qui est certain, c'est qu'on va faire une surveillance du bilan hépatique qui est rapprochée. On pourrait penser que la réaction, on va dire l'effet secondaire hépatique pourrait survenir à l'introduction du traitement. Après, il faut s'astreindre à une surveillance permanente du bilan hépatique, de toute façon, qui sera effective du fait de la maladie de base, donc du fait de la stéatose hépatique. Mais ce n'est pas parce qu'on a une maladie hépatique qu'on va forcément faire une mauvaise réaction aux traitements qui sont mis en place. Ce n'est pas systématique du tout. Il faut juste être plus prudent sur la surveillance et la surveillance biologique qui est proposée aux patients. D'accord, merci. Et une dernière question.
Pourrait-il y avoir un lien entre une prééclampsie précoce et une HTAP idiopathique? Alors, la prééclampsie, c'est une hypertension artérielle systémique. L'hypertension artérielle pulmonaire, ça ne concerne pas les vaisseaux de la circulation systémique, mais vraiment les vaisseaux de la circulation pulmonaire. Je n'ai pas connaissance d'un lien entre la prééclampsie et l'hypertension artérielle pulmonaire. D'accord, merci.